Bienvenue à tous pour une nouvelle édition de entrevue de Bâtisseurs d'Impact. Alors, qu'est-ce que c'est Bâtisseurs d'Impact en immobilier? C'est simplement une communauté de personnes, autant des investisseurs en immobilier que des professionnels ou des personnes tout simplement intéressées à investir en immobilier qui se réunissent et qui discutent d'immobilier dans le but d'apprendre, de découvrir ce qui se passe ailleurs et de s'informer, de s'éduquer. Et ça concerne autant l'immobilier au Canada qu'ailleurs dans le monde. Fait que mon nom est Christelle et je suis analyste en actuariat de profession et je suis investisseuse en immobilier depuis 2018. En fait, depuis 2014, lorsque j'ai acquis ma première résidence principale, mais on va dire depuis 2018, pour de vrai. Fait qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madèle, qui a plusieurs titres, qui a plusieurs chapeaux à son arc. Je vais la laisser l'occasion de se présenter. Alors, dis-nous, qui es-tu, Madèle? Oui, merci. Merci Christelle de m'avoir invitée à cette entrevue. C'est avec grand plaisir donc que je suis avec vous ce soir. Donc, je m'appelle Madèle, Madèle Fofak, Madèle Nintidem. Voilà, qu'est-ce que je suis investisseur immobilier aussi depuis plusieurs années. J'ai acheté mon premier bien immobilier ici en Allemagne il y a exactement 5 ans de cela. Et avant ça, j'ai commencé à me former déjà sur l'immobilier parce que quand je suis arrivée en Allemagne et que je suis allée chez mon oncle en France, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens en France qui avaient déjà cette culture-là de s'acheter leur maison ou de s'acheter un appartement et après prendre leur maison de résidence. Mais en Allemagne, donc, quand je suis arrivée en Allemagne, c'était encore vraiment rare. Il y avait vraiment pas beaucoup de personnes qui le faisaient, ou alors presque personne qui le faisait. Et du coup, je me suis toujours posé la question, pourquoi pas? Et c'est là qu'est venu mon goût, ou alors le fait que je me sois intéressée directement à l'immobilier. Et voilà, de formation, j'ai fait un master en économie. Donc, après avoir fini mes études, j'ai travaillé beaucoup dans le sales, comme manager dans différentes sociétés, dans l'électrotech, dans l'IT, donc Fujitsu, euh, Epson aussi. Et donc, pendant ma carrière, vu que pour investir sur un bien immobilier, il faut être salarié, j'ai donc profité pour faire des investissements, oui. Et puis, voilà, il y a 1 an aussi, j'ai pris ma résidence. Alors, on a pris notre résidence principale. Et entre-temps, on avait déjà fait beaucoup d'investissements. Et puis là, j'ai donc décidé aussi de me concentrer un peu, alors d'avoir une activité en parallèle, donc à travers déjà ma chaîne YouTube que j'ai créée depuis, ça va faire quoi, 5 mois aujourd'hui, où j'ai déjà un peu plus de 300 abonnés, donc je suis plutôt contente de l'émission. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour des conseils, pour les accompagnements. Et ayant créé cette chaîne, vu que la fonction d'agent immobilier va avec la fonction de conseiller financière, ici en Allemagne, ça se fait à travers une certification qui s'appelle le paragraphe 34i. Donc, du coup, j'ai profité aussi pour faire cette certification-là. Et là, je suis habilitée, donc je suis agrégée à donner donc des conseils sur le financement de l'achat d'un bien immobilier ici en Allemagne. Donc, ce serait comme ça ma troisième casquette, si tu veux. Oh, super. Est-ce que ce serait l'équivalent de courtier hypothécaire ici? Ce sont des conseillers financiers, mais spécialisés justement pour des biens, pour l'immobilier, en fond. Exactement, c'est exactement ça, parce que c'est conseiller financier, mais spécialisé sur l'achat du bien immobilier. Si par exemple tu veux une finance dans un autre domaine, ce ne serait plus de cette catégorie-là. Exactement. Mm. OK, OK, super intéressant. Fait que tu es au cœur de l'action. Est-ce que c'est quelque chose que peut-être après, tu comptes faire, tu comptes vraiment le faire à temps plein, fait que tu as laissé complètement tomber ton autre carrière professionnelle? Bon, ça, je ne sais pas encore. Je suis encore en train de tester, pour dire vrai, mais pour le moment, vraiment, ça se passe bien. Ça se passe mieux que j'avais espéré, parce que pour moi, c'était vraiment au départ juste une activité secondaire, comme je disais. Et puis, voilà, là, maintenant, je me rends compte que c'est un domaine qui intéresse vraiment la communauté, surtout ici en Allemagne. Beaucoup ne se sont pas lancés, peut-être aussi à cause de la langue, parce qu'il y a beaucoup de paperasse derrière. Il faut déjà bien comprendre l'allemand, savoir comment se faire conseiller, se faire accompagner dans le contenu que je produis déjà sur ma chaîne YouTube, vu qu'il est en français.
et un peu simplifié. Beaucoup me disent merci, beaucoup sont reconnaissants, donc du coup, et beaucoup s'intéressent aussi parce que l'immobilier, vraiment, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire, quoi. Bon, comme on dit, si on regarde 50 années en arrière, tous ceux qui ont investi dans l'immobilier sont peinards aujourd'hui. Donc, du coup, voilà, tous ceux qui ne sont pas encore lancés peuvent le faire, me contactent vraiment assez régulièrement. Et c'est avec plaisir que je donne des conseils pour soutenir la communauté, pourquoi pas. Donc, je me dis toujours les erreurs que moi j'ai faites, puisqu'à l'époque, quand je me suis lancée, il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. J'ai la possibilité de partager, de donner des conseils, de les permettre voilà, de le faire de la meilleure façon, quoi. C'est ça. Oh, super. Mais quel est le contexte global en immobilier en Allemagne? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt accessible ou c'est restreint à une certaine classe de population? C'est pas vraiment restreint. Bon, c'est ça aussi le truc, parce que effectivement, nous qui venons d'Afrique, on vient avec de grandes ambitions. Je pense que pour tous ceux qui viennent, on va faire des études, alors on va faire une formation pour avoir un salaire de minimum 2 500 euros à la fin. Ou alors, on va toujours s'organiser parce que bon, après, on a aussi la famille dont il faut s'occuper, c'est clair. Donc, et à partir de ce niveau-là, on a déjà la capacité d'acheter un bien immobilier. Donc, c'est pas vraiment restreint à nous, en fait, à nous de la diaspora. Maintenant, ça peut être restreint aux Allemands qui sont peut-être paresseux, je dirais, et qui sont dans un système. Les Allemands, voilà. Les Allemands ont la réputation d'être très travailleurs. Enfin, moi, c'est ce que je pensais. Non, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de bonnes choses ici. Les grandes sociétés, tout se passe bien. Voilà, il y a crise de corona que, voilà, Merkel on a surmonté ça ici en Allemagne sans trop négation. Mais après, il y a le système social aussi, naturellement. Il y a des personnes qui décident de se contenter du social. Si tu décides de vivre du social, naturellement, tu ne pourras pas acheter de biens immobiliers. Donc, il va falloir que tu puisses avoir un boulot, une carrière. Et du coup, comme je dis, 80-90% des Africains ont ce potentiel-là, quoi. Et ils n'ont qu'à l'utiliser. Les personnes qui utilisent, qui exploitent vraiment le système à fond, parfois, c'est beaucoup plus aussi les Allemands, là, les personnes qui sont ici parce qu'ils se disent que, bon, ils sont chez eux. Mais pour nous, qui sommes très ambitieux, qui faisons les études, voilà, c'est accessible vraiment à un max de personnes. Ouais. Oui, c'est vrai que quand on arrive en Occident, on ne vient pas avec la mentalité d'être sur l'assistance sociale. Ça, c'est vrai. On arrive avec une mentalité de combattant. On sait que ça a été difficile pour qu'on arrive ici. Fait on pousse un peu plus. OK, parfait. Et dans le fond, quelles sont les techniques d'investissement en immobilier les plus populaires en Allemagne? Actuellement, beaucoup sont axés sur la location classique parce que, comme je disais au début, c'est beaucoup plus le salariat. Donc, en général, l'idée, c'est d'être salarié et d'avoir un appartement que tu vas mettre en location. Tu vas utiliser les entrées du locataire pour couvrir tes traites. Bon, ça, c'est l'idée classique qu'il y avait il y a peut-être 3-4 ans jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, il y a de nouvelles techniques. Je pense que ça vient beaucoup plus de la France aussi, qui vont aller du sens Airbnb ou alors Booking ou alors location saisonnière. Ce sont les stratégies qui rapportent plus naturellement en cash flow en termes de revenus. Mais après, il faut aussi avoir le temps. Il faut pouvoir faire les changements quand des personnes entrent, quand des personnes sortent, faire la déclaration et tout le reste. Donc, c'est pas vraiment approprié pour, voilà. Moi, par exemple, quand je faisais carrière et que j'achetais mes biens immobiliers, j'avais non seulement déjà ma carrière, après la famille, après ton bien. S'il fallait encore que je sois en train de faire la location saisonnière, ça pouvait être un peu beaucoup. Bon, là, j'ai un peu plus de temps, donc je peux le faire. Mais ça dépend toujours de la stratégie de chacun. Moi, je dis toujours, c'est bien de commencer. C'est assez, voilà, ça se relaxe. Et après, quand tu comprends comment ça fonctionne, quand tu prends la main, tu peux utiliser d'autres stratégies. Donc, c'est généralement, moi, c'est la méthode que je préconiserais en ce moment-là. Et parce que aussi, quand tu fais la location saisonnière, il va falloir déclarer, tu vas devoir te mettre à ton propre compte. Et quand tu te mets à ton propre compte, tu es restreint pour prendre plusieurs crédits en Allemagne. Donc, c'est mieux d'être salarié, tu as un bon salaire, tu peux aller jusqu'à 1 million, jusqu'à 1,5 million de crédits. Et à partir de ce moment-là, ou de patrimoine, et à partir de ce moment-là, tu peux te bloquer,
je change de stratégie, je fais autre chose pour mon propre compte, comme tu veux, quoi. OK, parfait. Bonjour, garçon qui nous a rejoint dans le live. Je t'ai mis sur mute, mais désolé, est-ce que je peux te unmuter et tu te mets toi-même sur le mute parce qu'on entend. Différentes langues sont posées à la main. Bon, OK, parfait. C'est assez surprenant. Tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention. Tu as dit qu'on peut avoir jusqu'à 1 million de prêts alors qu'on est salarié, tout simplement. Mettons Oui, que tu as 2000 euros de revenus par mois. Tu peux avoir. C'est pas 2 millions, c'est pas 2 000 euros de revenus. Là, il faut avoir un salaire plus élevé. Mais il faut être salarié parce que si tu es juste indépendant ou alors si tu as une activité, ça va être plus compliqué. OK, parfait. Les systèmes doivent être un peu différents parce que dans le fond, ici, je t'avais un peu expliqué, quand tu es dans les 4 logements, donc tu achètes un immeuble à revenu, un immeuble de rapport, comme vous appelez ça, quand tu es dans les 4 logements et moins, ta capacité d'emprunt est basée sur, dans le fond, ton emprunt sera basé sur ta capacité d'emprunt, donc ton revenu, tes actifs, tes charges, tes entrées, tes sorties, on va évaluer tout ça. Mais lorsque tu prends le 5 logements et plus, là, on regarde la capacité de l'immeuble à s'auto-payer. Et c'est cette capacité-là qu'on te finance. Donc, c'est un peu différent, mais je comprends tout à fait. Fait que, on peut quand même aller dans des investissements de plus d'1 million en étant salarié pareil. Mais à partir de combien? Ou alors salarié de combien? Ici, disons que si on se base sur ta capacité d'emprunt, ce serait difficile d'aller sur des immeubles à 1 million en se basant sur ta capacité d'emprunt. Il faudrait que tu aies vraiment de gros salaires. Ça part de combien chez vous? Je ne suis pas courtière hypothécaire, mais avec un 2000 $ par mois, même si vous êtes à deux, un couple, je ne pense pas que vous êtes capable d'aller chercher un immeuble de 1 million en se basant sur cette capacité-là. Oui, 2000 euros, ça doit s'arrêter dans les 300, 400 000 maximum. OK. Tu vois, je pense que c'est à peu près les mêmes ratios. Hein. Je ne sais vraiment pas. Il faudrait qu'on échange avec un courtier hypothécaire Canada versus Allemagne pour voir vraiment à quoi ça ressemble. Mais ça amène un peu mon autre question. Quels sont les critères pour obtenir un financement? Voilà, pour obtenir un financement, il faut être salarié, comme je disais, avec tes 3 derniers bulletins de paye. Pour te faire ta balance financière, il faut qu'il y ait un reste d'environ 1 000 euros pour pouvoir subvenir à tes besoins. Donc, en général, si on prend un exemple de quelqu'un qui a 2 000 euros et qui veut acheter un appartement, s'il a par exemple un salaire de, je sais pas moi, de 3, son salaire est 2 000 euros, il a des charges des charges qui vont jusqu'à 700, 800 euros. Vu qu'il a un reste de 1 200 euros, il faut déjà acheter un appartement à ce moment-là. Et puis, bon, il y a la Choufa aussi. Je ne sais pas si vous avez un truc comme ça au Canada. C'est un organe qui permet de vérifier la crédibilité en Allemagne. Ah, OK. C'est un organisme de crédit, un peu comme Equifax ou il y en a 2 ici. J'ai oublié l'autre, le nom. Ici, il y en a 2 ou 3 aussi. Donc, du coup, quand tu fais ta demande de crédit, et ils vont poser la question à ce niveau-là pour savoir exactement quel est ton comportement financier. Est-ce qu'il n'y a pas de facture, des dettes que tu as oublié de payer? Et si jamais, ça se donne en termes de scoring, si jamais tu as un scoring de environ en dessous de 70%, tu es fiché pendant 3 ans et tu ne peux pas prendre de crédit du tout. Donc, ça, c'est un facteur qui est très important. Il faut toujours avoir l'œil. Les personnes qui sont jeunes et qui arrivent et qui ne savent pas qu'il y a ce système-là. Ça arrive beaucoup de gens par rapport à la redéfense audiovisuelle. Il faut toujours payer une taxe parce qu'on a une télé à la maison, comme ça. Et parfois, beaucoup essayent de jongler. Quand c'est une fois, c'est 3 ans, quoi. OK. Une fois que ton dossier est sali, c'est sali pendant 3 ans. C'est sali pendant 3 ans. Mais même quand tu payes la dette, tu vas attendre 3 ans pour pouvoir être crédible. Et après ça, il y a aussi les crédits de consommation auxquels il faut faire attention. Donc, les crédits de consommation vont te donner une image un peu négative de la banque parce que là, se dit que tu es capable de
utiliser l'argent pour acheter quelque chose qui te plaît, en fait. Donc, tu n'as pas une bonne intelligence financière, si on peut dire ça comme ça. Donc, du coup, tout ce qui est 0% de financement contre les grandes surfaces-là, c'est nettement à éviter, quoi. OK, OK. OK, parfait. Et j'entends souvent parler des gens en Europe, surtout en France, qui parlent de financement à 110%. Qu'est-ce que Ouais. c'est? Le financement à 110%, ça veut dire qu'on inclut les frais de notaire et les frais de cadastre dans le prix d'achat du bien immobilier, en fait. Le bien immobilier coûte 100 000. Ici, en Allemagne, ça va dépendre de l'État. Selon l'État où tu te trouves, ça peut varier entre 10 et 15%. Donc, du coup, si tu prends 10%, ça fait 10 000. Ça veut dire que la banque va te demander 10 000, quoi. Donc, toi, tu peux faire un financement global de 110 000. Là, le taux d'intérêt va être plus élevé que si tu venais avec les 10 000, quoi. C'est possible, mais là, actuellement, avec Corona, c'est devenu de plus en plus difficile, en fait. Donc, du coup, la banque veut que tu apportes ne serait-ce que 10%. Et elle finance payer ses coûts additionnels là. Mais je sais aussi qu'en France, c'est très courant, 70%. Ouais. Ah, wow. Ça veut dire que tu es capable d'acheter un bien sans mettre aucune. Avant le corona, tu étais capable d'acheter un bien sans mettre aucune mise de fonds. Ouais, j'ai fait ça aussi, ouais. Et c'est très agréable. C'est vrai que c'est très, très, très agréable. Pour les appartements où j'ai dû mettre une mise de fonds, c'était un peu plus compliqué, mais sans mise de fonds, c'est vraiment voilà, c'est nickel. En fait, ça, c'est le rêve présentement ici pour les jeunes investisseurs au Canada parce que avant, je pense qu'avant une certaine date, c'était possible d'acheter sans mise de fonds, mais je pense que le gouvernement a changé des règles il y a quand même quelques années et qui oblige à l'acheteur de mettre au moins 5%. Peu importe ce que tu vas acheter, oui, peu importe ce que tu vas acheter, tu vas mettre au moins 5% de mise de fonds et après, ça monte, ça monte, ça monte, dépendamment du type de bien que tu veux acheter. Ouais. Non, ici, c'est vraiment fixe. Donc, parce que les frais de notaire, c'est généralement 2%. Les frais d'enregistrement au cadastre, ça dépend des États. Là où c'est 3,5% et les États où c'est 6,5%. Et puis après, s'il y a un courtier, ça va aussi varier entre 3,5 et 6,5. Comme ici, c'est chaque État qui décide de fixer ses règles. Je me disais que j'allais aller juste dans les États où c'est 3,5%. Parce que vraiment, 6,5%, ouf, c'est chaud. Ouais, OK, oh, c'est super ça. Ça pousse, ça donne le goût d'investir. Et quelles sont les durées de terme quelles sont les durées de terme de prêt? Dans le fond, ici, on peut aller sur des prêts de 1 an, 5 ans, ça peut être 10 ans, mais c'est un peu plus rare. Non, ici, couramment, c'est 10 ans. 10 ans, c'est tu fixes un taux d'intérêt. Donc, ça va toujours dépendre de ta stratégie. Si sa stratégie, c'est la location normale jusqu'à la fin pour atteindre la retraite, là, tu vas prendre un taux d'intérêt fixe sur 10 ans. Ou alors, tu vas te rassurer un taux d'intérêt qui va valoir sur 15 ans. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont bas. Donc, je conseille généralement de prendre jusqu'à 15 ans. Mais maintenant, si tu es une stratégie du genre que je veux prendre un appartement, je veux le taper au vendre plus rapidement, là, je te conseille donc de prendre un taux d'intérêt qui est fixe et ne pas rembourser le crédit du tout. Donc, juste prendre le taux d'intérêt en général, on a l'annuité, donc tu as deux parties, la partie du taux d'intérêt et la partie du remboursement du crédit. Donc, du coup, si tu sais que tu vas revendre, par exemple, l'année prochaine, tu payes juste les impôts, tu ne rembourses pas et tu retapes, tu revends, ça dépend de ta stratégie. Si tu veux le garder juste 3 ans, tu prends juste 3 ans, quoi. Mais sinon, tu peux jongler avec ça. Tu prends 10 ans, tu peux prendre 15 ans, tu peux prendre 3 ans, tu peux prendre 5 ans. Ça dépend de la stratégie voilà, que tu poursuis avec ton investissement. Naturellement, moins tu prends, ça va être élevé. Oui, exactement. OK. Fait que tu es capable de prendre un prêt et payer seulement les intérêts. Oui, oui. OK. OK. Et une fois que tu retapes le bien, mettons, si tu le retapes dans l'intention de vendre, tu prends juste un taux d'une durée d'1 an. Voilà. Si tu sais que tu as besoin d'1 an, par exemple, pour retaper, tu prends une durée d'1 an. Et puis, voilà, peut-être avant 9 mois ou avant
crédit de à son terme, tu peux déjà le vendre. Tu le vends, tu fais le remboursement, tu prends ton bénéfice et puis voilà, tu sors. OK. Il y a Constantin. Allô Mahmoud. Allô Constantin, Mahmoud qui s'est joint au live. Il y a Constantin qui dit qu'il y a une résonance lorsque tu parles. Donc, parfois, ça se coupe un peu. C'est vrai que je l'entends aussi. Tu entends une résonance. J'ai rien d'autre qui soit ouvert, hein, à part OK. Bon, c'est correct, c'est correct. Bon, allons-y. Justement, pour une personne qui ne sait vraiment pas comment ça se passe, l'investissement immobilier en Allemagne, c'est quoi un peu les étapes pour acquérir un bien? Il faut connaître ta capacité d'endettement. Il y a les sites qui sont dans la recherche de biens immobiliers. Et après avoir donc recherché ton bien, quand tu l'as trouvé, tu vas regarder. Mais il y a des documents, il y a une liste en fait que je propose pour les questions que je pose sur place, les questions qui sont essentielles. Dans on appelle en Allemagne les Wirtschaftsprüfung, c'est donc le plan de fonctionnement de l'immeuble. Est-ce qu'il y a des choses à refaire? Qu'est-ce qui est planifié? Qu'est-ce qu'il y a dans la caisse des propriétaires? Et à partir de ce moment-là, tu peux juger ton investissement. Et tu vois aussi le locataire. Est-ce qu'il est bien dans l'appartement? Est-ce qu'il veut rester longtemps? Et où est situé l'appartement? Est-ce que c'est dans la ville? Est-ce que c'est plutôt enclavé? Est-ce que tu as des locataires? Voilà, avec ces critères-là, tu peux donc décider si tu réserves l'appartement. C'est très important parce que ce n'est qu'avec la réservation que tu es sûr que le vendeur va te vendre cet appartement-là à toi, quoi. Parce que parfois, il y a aussi que quand cet appartement te plaît, tu as 2 semaines, maximum 3, pour trouver le financement. Et si tu n'as pas réservé, quelqu'un d'autre plus rapide que toi qui tu perds l'appartement, effectivement. Ah ouais? Donc, tu peux perdre un appartement même si tu as déjà déposé une proposition? C'est ça, peut-être c'est ça la réservation. La réservation. Oui. Ici, ça se passe que vous arrivez, vous visitez l'appartement, vous êtes 5-6. Après, si tu es satisfait, tu as fait ton offre. Et puis, si le vendeur te dit OK et que tu ne fais pas de réservation, ça peut arriver que tu te dis, bon, tu as 2-3 semaines pour trouver le financement. Si tu es lent, quelqu'un d'autre peut prendre l'appartement, ouais. Et en quoi consiste la réservation? Est-ce que c'est un document que tu signes? Est-ce que c'est une avance que tu lui donnes? Ça dépend. Donc, c'est un document que tu signes dépendamment de la personne qui vend. Parfois, il prend 500 €, 1 €, mais au maximum, 1%. 1% de la valeur, oui. OK. Dans le fond, il n'y a pas de contrat ou de proposition d'achat que tu peux signer et ça te garantit un peu, vous vous entendez sur le prix, bien sûr, et tu signes, ça te garantit que peu importe ce qui va se passer, c'est à toi qu'il va vendre. C'est ça la réservation. Ah, OK, parfait. Est-ce que ça doit toujours s'accompagner d'un montant? Voilà, ça s'accompagne d'un montant qui est fixé, le montant que vous devez apporter. Et pour qu'ils sachent vraiment que tu vas t'occuper du financement, il faut que tu donnes une petite avance. OK. Et si jamais le financement tombe, est-ce que tu récupères ce montant ou pas? Ça dépend aussi de cette clause-là. Il y en a qui disent que si le financement ne passe pas, je te remets. Il y a d'autres qui disent que je garde quand même 500 €, 1 000 €. Ouais. OK, pour compenser le temps qu'il a perdu. Justement. OK. Et est-ce que c'est possible pour un investisseur étranger d'acheter des immeubles en Allemagne? Ça va être difficile. C'est pas impossible, mais ça va se faire beaucoup plus si tu viens avec le cash. Et depuis montant. Et voilà. Sinon, avec le cash, c'est possible. OK. Si tu as quoi, 100% du cash ou une partie? 100% du cash, oui, parce que pour qu'on te fasse un prêt, il faut qu'on sache, il faut que tu vives en Allemagne, en fait. Ça. Donc, si toi, par exemple, au Canada, tu veux acheter ton bien en Allemagne, il faut que tu t'enregistres ici en Allemagne. Tu vois. Et puis, quand tu es enregistré, tu as une entrée en Allemagne, donc tu as un compte, on va que tu as une entrée d'argent. Et à partir de ce montant-là, tu vas te faire le prêt.
Mais s'il n'y a pas, tu n'es pas enregistré, il n'y a pas d'entrée d'argent, la banque va te demander avec 100%. OK, OK. Oh, parfait, super intéressant. Dans le chat, n'hésitez pas à laisser vos questions si vous en avez. Allô Zézé qui nous regarde, allô Pat Miller qui nous regarde. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions. Et toi, dans le fond, qu'est-ce qui t'encourage, qu'est-ce qui te motive à continuer d'acheter des appartements malgré le fait que vous ne pouvez plus être financé à 110%? Bon, enfin, c'est pas ça le problème en fait. Parce qu'effectivement, même quand tu n'es pas financé à 110%, il faut toujours regarder quelle est la valeur du bien sur le marché, quelle est l'évolution de sa valeur sur le marché et voir si les 10% valent vraiment la peine. Les 10%, c'est comme je dis, c'est pas impossible. C'est possible, mais c'est juste que ce sera avec un taux d'intérêt un peu plus élevé que les 100% en fait. Parfois, si l'appartement il est très bien, tu le prends quand même comme ça, même s'il a un taux d'intérêt élevé, parce que tu sais que d'ici 1-2 ans, voilà, ça va aller vite, quoi. Donc, du coup, c'est pas vraiment les 10 ou les 15 euros d'apport qui vont faire une grande différence. Si tu sais que dans 2 ans, l'appartement aura gagné 50 euros en valeur, tu mets 10 000 et 15 euros aujourd'hui sans problème. OK, OK. Et est-ce que ça fonctionne aussi de cette façon dans les appartements? Lorsque tu achètes un appartement, ici on appelle ça un condominium, est-ce qu'il y a des frais de copropriété qui viennent avec? Donc, il y a des frais que tu dois payer à chaque mois pour l'entretien de la bâtisse, étant donné que toi, tu achètes seulement une unité, donc on doit entretenir comme toute la bâtisse. Est-ce qu'il y a ça? Oui, oui, oui. Il y a aussi ça aussi, les frais de copropriété. Il faut payer tous les mois. Donc, c'est tout ce que ça va gérer, la poubelle, ça va gérer la terrasse, ça va gérer les fenêtres. S'il y a un truc à refaire sur le toit, par exemple, ça va donc, c'est pour ça que tes frais de copropriété sont là, quoi. Et les frais de réserve, les frais de copropriété, les frais de réserve. Et ce sont ces frais-là que qui sont obligatoires. C'est obligatoire par l'État parce que après 10 ans, après 15 ans, il y aura forcément des choses à refaire. Donc, il est conseillé de mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir subvenir à ces besoins-là. Et ça se fait donc par la société qui va gérer complètement l'immeuble où les propriétaires sont, quoi. OK. Est-ce que toi, tu favoriserais peut-être d'acheter plusieurs appartements dans le même immeuble ou tu as plus une stratégie de diversification? Ça va dépendre. Ça va dépendre plus parce que d'un côté, c'est bien quand tu as ton immeuble à toi parce que tu es le seul gestionnaire qui prend une décision, tu sais ce qui se passe, tu as la majorité. Il faut juste avoir une société de gestion qui puisse bien gérer ou prendre les bonnes décisions. Bon, après, de l'autre côté, quand tu es dans un immeuble où il y a beaucoup de propriétaires, quand il y a des dépenses à faire, vous les faites ensemble, quoi. Tu as quand même un peu la main à la pâte et on le fait rapidement. Quand tu es seul, il va falloir que tu le fasses seul. Naturellement, quand tu es seul aussi, toutes les entrées te reviennent. C'est aussi naturellement agréable. C'est ça. Plus de risques, plus de cash. Voilà, plus de risques, plus de failles. Donc, ça va toujours dépendre de la stratégie que tu poursuis, de ton type de personnalité. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent vraiment pas. Il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, je vais acheter un appartement, je veux qu'il soit complètement... je ne veux pas avoir, je veux qu'il soit géré par la société et même la location, je veux qu'une autre société externe, parce qu'on propose ce service-là, s'occupe de changer le locataire et tout le reste. Je ne veux pas avoir voilà, affaire à ça. Donc, du coup, il y a des personnes qui ne veulent pas aller vers le il y a d'autres personnes qui veulent tout gérer eux-mêmes et ils vont aller plus dans le sens d'acheter un immeuble de souvent. OK, OK, parfait. Et comment est-ce que toi, tu accompagnes les gens à ce niveau-là, dans les achats que tu fais, dans les achats qu'ils veulent faire? Comment est-ce que tu les accompagnes? Voilà, on va déjà définir ce que la personne cherche exactement, alors ce que la personne veut. C'est souvent, ça va souvent du locatif au résidentiel ou alors selon la stratégie et la région, donc du coup, et aussi naturellement du cash que la personne a à disposition. Donc, de combien d'argent est-ce que tu veux investir? Est-ce que tu es capable, en fait, de payer peut-être des frais
supplémentaires ou pas. Et dans ce sens-là, on va pouvoir définir un paquet pour acheter. Donc, ce que je fais, c'est que soit je te propose des appartements différents que tu peux acheter. Si tu n'as jamais acheté de bien immobilier, je t'accompagne aussi dans le processus. Donc, ça veut dire qu'on fait les calculs ensemble, on voit exactement ce que tu auras comme dépenses, le montant du bien. Et après, on va réserver, on va faire la visite. Et après, il y a le table de la banque. OK. Et quels sont les autres professionnels avec qui vous travaillez? Parce qu'au Canada, par exemple, je sais que, bon, il y a la première étape, c'est toujours, bien sûr, de connaître sa capacité d'emprunt. Fait qu'on va avoir un courtier hypothécaire, quelqu'un qui fait exactement ce que tu fais, qui va déterminer un peu c'est quoi notre capacité d'emprunt. Et avec ça, on peut aller voir soit un courtier immobilier pour travailler ensemble à la recherche du bien, ou alors on peut chercher nous-mêmes, comme on l'avait fait, nous, pour notre première maison, on l'avait fait nous-mêmes, on avait cherché par nous-mêmes. Bien sûr, on a fait de sacrées erreurs qu'on ne referait plus, mais ensuite, après la recherche, il y a le notaire, il y a l'inspecteur en bâtiment, il y a beaucoup de professionnels qui gravitent autour d'une acquisition. En Allemagne, à part toi, par exemple, avec qui est-ce que l'acheteur devra faire affaire pendant tout le processus? Ça va dépendre de. Je comprends un peu ce que tu dis, mais c'est complètement différent ici en Allemagne. Parce que, par exemple, tu as parlé de quelqu'un qui regarde le bâtiment, tu veux dire, non? Qui veut dire que le bâtiment L'inspecteur en bâtiment, celui qui va vérifier si tout est correct, oui. Voilà, ça se fait, mais ça se fait assez rarement ici. Donc là, maintenant, ouais, c'est quand tu vas dans la stratégie d'acheter un appartement pour le taper, que tu veux peut-être savoir les coûts qui vont avec, tu vas peut-être prendre un inspecteur de bâtiment pour qu'il te dise exactement. Tu vois, regarde, ici, par exemple, si tu veux connaître les coûts, ça ne sera même pas un inspecteur en bâtiment, ça sera un entrepreneur. C'est complètement différent. Oui. OK. Mais sinon je veux dire, le système immobilier en Allemagne est vraiment basé beaucoup sur la confiance parce que généralement, le vendeur te donne des informations. Et ces informations-là sont fiables, quoi. C'est vrai que les personnes qui sont inspecteurs de bâtiments et qui sont architectes sont là aussi pour prendre leur avis, pour assurer que c'est vraiment ça. Mais sur la pratique, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, mais qui sont vraiment satisfaites même de leur achat. Bon, après, il y a aussi les concepts où tu achètes un appartement qui est complètement rénové, qui est tip-top, qui est nickel. Je travaille aussi avec des personnes dans ce sens-là pour pouvoir proposer voilà, un appartement complètement rénové, donc complètement soigné, tout le monde dit ici. Et là, à ce moment-là, tu as un appartement sur les 12 et 15 prochaines années, tu l'as documenté. Il n'y aura plus de problème. Ouais. OK, OK. Et est-ce que le vendeur signe justement, comme il fait une déclaration à l'acheteur pour dire, OK, voici les vices que je connais de l'appartement, voici ceux que, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, mais voici les vices que je connais de l'appartement. Et si jamais il a menti, c'est quoi les recours? Vu qu'on n'a pas fait inspecter, on ne sait pas, on peut avoir des surprises. Hein. Ouais, effectivement, j'ai eu ça aussi. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. On a pris un appartement et l'appartement avait un vice sur les murs et on n'avait pas été informé là-dessus. Et là, ça te revient à toi, l'acheteur, que le vendeur savait. Cette information, on mérite de la question. Là, tu peux le poursuivre en justice pour ça. Et les dommages et intérêts, il va pouvoir les couvrir en ce moment-là. Ayant cette information-là, il est obligé de te la donner parce qu'effectivement, quand il y a ce contrat d'achat pendant la question, il va te dire tout ce qu'il sait en fait. C'est noté dans le contrat d'achat. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, finalement, on s'est rendu compte que une information que tu avais forcément sur le bien et que tu avais littéralement caché. Et dès qu'on a discuté avec lui, il était d'accord, il a bloqué, il n'y a pas de souci, il a pris les dépenses sans problème. Mais c'est ça, effectivement, comme tu dis, toutes les informations, tout ce que tu sais, tu dois dire, si bien que l'acheteur sache exactement ce qu'il achète. Et s'il y a des choses que tu sais que tu ne dis pas et que l'acheteur se rend compte, tu vas devoir, voilà.
OK, OK, parfait. Ici, l'inspecteur en bâtiment, c'est quasiment un passage obligé. C'est vraiment dans la norme, la majorité le font. Ceux qui ne le font pas, c'est peut-être des reprises de finances, des ventes sous contrôle de justice. Donc, ce sont des immeubles, des maisons que la banque a repris et justement qu'elle remet en vente comme ça. C'est souvent des enchères. Ou alors, c'est des investisseurs qui sont pas mal qui ont un degré de risque très, très élevé, un degré de tolérance au risque très élevé. Ils sont prêts à prendre pas mal de risques. Et ce sont des gens qui s'y connaissent parfois très bien. Donc, ils sont capables, genre des ingénieurs, des entrepreneurs, ils sont capables d'entrer dans un bien et eux-mêmes de faire une première inspection. Et là, ils sont capables d'acheter sans faire l'inspection. Et justement, le fait de ne pas de ne pas mettre cette clause d'inspection-là, ça fait en sorte que parfois on peut être privilégié par rapport à un autre potentiel acheteur. D'accord, je vois. Oui. Il va coûter combien là-bas? Oh, ça dépend vraiment, ça varie. Mettons, pour une maison, ça peut varier de 500 dollars à 1000 dollars. Ça dépend vraiment beaucoup. De 500, j'exagère peut-être 1000 dollars. De 500 dollars à 700 dollars pour un immeuble de 6 logements, ça peut tourner autour de 1000 dollars. Si on monte encore plus haut, ça augmente en termes de coût. C'est rien. Je crois que c'est beaucoup plus les prix qui sont aussi plus les gens ici. Ici, ça va aller à partir de 5 000 euros. Du 5 000 euros. Ouais. Je comprends pourquoi vous ne le faites pas systématiquement. OK. Parce qu'effectivement, si c'est une de 500 euros, de 1000 euros, et puis ton appartement, il est bien, bon, tu peux prendre le risque que tu prends un inspecteur. Et donc, ce qui fait qu'en général, le vendeur, il va te donner cette information-là et vouloir que tu payes un peu plus, te laisser aller prendre un inspecteur de bâtiment à qui tu vas payer 5 000 euros, 6 000 euros. OK. Je vois que le mur, il est stable, je vois ceci, je vois cela, quoi. OK. Mais peut-être aussi, c'est dû au fait que chez vous, les inspecteurs en bâtiment, ce sont des ingénieurs. Peut-être qu'ils font partie d'un ordre. Tu vois, ici, ce n'est pas nécessairement ça. Ils n'ont pas besoin d'être ingénieurs. C'est une profession, c'est quand même réglementé, mais ils n'ont pas tous des ingénieurs où il y a quand même certaines normes. Je pense. Non, ils sont vraiment réglementés, ils ont une certaine norme et pour ce qu'ils disent, il y a vraiment le cachet. Et si après, il y a un dégât ou il y a quelque chose qui n'est pas correct, tu peux les poursuivre, quoi. Oui. Ça aussi, ça coûte cher. Ouais. Ici aussi, ils ont une assurance responsabilité. Il y a même un ordre pour ça, mais ce ne sont pas tous des ingénieurs. D'accord, je vois. C'est ça. OK, intéressant, parfait. Fait que toi, tu accompagnes vraiment les investisseurs. À part toi, est-ce que du premier pas qu'ils vont faire au niveau de l'investissement jusqu'à l'acquisition, on passe chez le notaire, fait qu'ils peuvent simplement faire affaire avec toi ou avec une personne comme toi durant tout le processus. Il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs qui gravitent autour de ça. Mais s'il y a beaucoup d'autres acteurs, je veux dire, il y a le vendeur lui-même, il y a la banque pour après, il y a aussi le notaire, les inspecteurs de bâtiment, non, ils n'ont pas de contact avec eux, ils ont juste un bilan de ce qui a été fait par cet inspecteur-là, mais ça va être dans les documents d'achat, quoi. OK, parfait. Parfait. Et donc, comment est-ce que tu fais un peu pour trouver les bonnes opportunités? Est-ce qu'il y a des sites Internet où on va regarder? Est-ce qu'on travaille avec un agent d'immeuble? Qu'est-ce que les gens font en général pour trouver des bonnes opportunités? Oui, c'est assez difficile parce que en général, quand les opportunités qui arrivent en ligne nous sont déjà plus bonnes, en fait. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un site Internet qui s'appelle eBay. C'est beaucoup plus un site où avant, on vendait beaucoup de choses de seconde main. Ah, votre site, c'est eBay? Ouais, c'est eBay, ouais. Et, sur eBay, il y a des appartements? Il y a des appartements sur eBay maintenant, oui. OK. Je ne savais pas. Il y a des appartements, il y a des maisons. Et là-bas, généralement, c'est souvent les frais de courtier. Et vu qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont contre cette mentalité de courtier là, ici en Allemagne, parce que, comme je disais, tu peux payer du 25 à 7% pour les frais de courtier. Qu'est-ce que le courtier il a fait? Bon, il t'a fait visiter l'appartement et il t'a amené chez le notaire. Et puis là, il prend 7%. Donc, il y a beaucoup de personnes qui
un peu contre le fait qu'ils gagnent autant pour faire peu. Donc, du coup, ces personnes, s'ils veulent vendre leur maison, ils vont mettre une idée que de mettre sur les autres sites comme ImmoScout ou il va falloir prendre un courtier, quoi. Bon, eBay, ça marche bien, mais il y a aussi ta porte, hein. Donc, voilà, une région, tu demandes, tu te renseignes, tu regardes sur Internet tout simplement, et puis voilà. OK, OK. Fait que le courtier, qui paye le courtier? Est-ce que c'est l'acheteur ou c'est le vendeur? C'est l'acheteur. OK. Ici, tu vois, c'est l'inverse. En général, c'est le vendeur, c'est celui qui veut mettre sa propriété en vente qui paye le courtier. C'est sûr que la commission du courtier à la fin de la journée, ça sera la commission sera incluse dans le prix. Fait que vous allez finir par payer tous les deux la commission où c'est l'acheteur finalement qui va encaisser la commission. Mais en général, les vendeurs se font accompagner par les courtiers. En général, il y a quand même des sites Internet comme du Proprio qui proposent ce service-là. Ils permettent aux vendeurs de vendre eux-mêmes leurs propriétés. Et bien sûr, il y a Kijiji aussi où on peut trouver des propriétés à vendre, à acheter. Et il y a bien sûr les relations. Les meilleurs deals même ne sortent pas souvent sur Centris, c'est ça. Et quand tu dis que quand c'est affiché, c'est que ce n'est plus bon, je te comprends parfaitement. Mais c'est un grand débat aussi, le débat des critiques en Allemagne. Je crois que ça va jusqu'au 31, jusqu'en fin de cette année. Et il est question de réduire ses frais, de les faire porter par les deux. Donc, ça veut dire que l'acheteur prend la moitié et que le vendeur paye la moitié. Et ceux qui en ont le rôle, c'est un peu contre cette nouvelle loi, parce qu'ils disent que dans ce cas, le vendeur, il va mettre dans le prix de la maison. Pour payer après, parce que s'il faut que le vendeur supporte une partie de ça, ça va donc, où est-ce que ça va venir? Mais c'est une loi qui va peut-être être mise en vigueur l'année prochaine. C'est beaucoup débattu actuellement ici en Allemagne. Ouais. OK, tu nous diras ce qu'il en est. Ouais, je vous dirai. Alors, oh, c'est parfait. Il y a Monsieur De Souza, Pascal De Souza, qui dit félicitations. Merci. Pour ton parcours. C'est ça. Est-ce que si tu as un conseil à donner à des personnes qui n'ont pas encore investi, qui n'ont jamais investi en immobilier en Allemagne, ce serait quoi ton plus gros conseil? Oui, déjà de commencer à se documenter tout doucement, lire beaucoup, faire de la recherche, définir sa stratégie. Oui, c'est très important. Et pour son premier, ne serait-ce que le premier, bien se faire accompagner. Et après, il y a des personnes qui se font accompagner et rester dans l'accompagnement. Il y a d'autres qui disent que je me fais accompagner une fois et la prochaine fois, c'est moi seule. Donc, du coup, ça va dépendre. Mais déjà, se documenter, c'est très important parce qu'il y a déjà l'aspect connaître comment se comporter financièrement. Après, l'achat du bien lui-même. Après, il y a les impôts qui viennent après, comment faire ta déclaration d'impôts. Après, il y a aussi comment gérer ton appartement. Ça ne demande pas grand-chose, mais il faut quand même s'informer. Il faut savoir ce que tu fais. C'est un grand investissement. Il faut vraiment se documenter. Il faut s'informer par rapport à ça. Ouais. Absolument. On n'a pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Oui, une fois qu'on achète le bien, il y a encore la partie gestion des locataires. Et c'est là où parfois le game commence. Ou alors gestion des travaux, si on a pu rénover. Justement, mais c'est la partie de gestion des travaux ici en Allemagne, c'est vraiment compliqué actuellement parce que il y a un manque criard de tout ce qui est artisan, tout ce qui est maçon, tout ce qui est plomberie actuellement. Donc, oui? Ouais. C'est dû à quoi? À quoi est-ce que c'est dû? J'ai discuté récemment avec un propriétaire qui disait que les gens sont devenus tout simplement paresseux. Ils ont envie de regarder leur téléphone, ils ont envie de regarder la télé. Personne ne veut plus perdre la maison. C'est ça, on veut des emplois de bureau, col blanc, ou alors des emplois techno, ou alors, bon, on veut des influenceurs. Ouais, parce que lui, j'ai acheté un appartement chez lui il y a peut-être environ 1 an actuellement. Et il est dans sa propre maison. Et il me disait que oui, tu te rends compte, les fenêtres, j'ai dû les faire moi-même. Bon, par contre, c'est un papa assez âgé, donc presque 60 ans.
OK. Et il me disait, j'ai appelé des artisans, j'ai appelé des gens pour le faire, mais ils ont fait un travail tellement mauvais que j'ai préféré le faire moi-même parce que Oh. je n'avais pas sorti d'argent pour ça, quoi. Bon, après, ce sont les personnes, quand je dis qu'il a 60 ans, tu vois, ce sont les personnes qui ont quand même traversé la Deuxième Guerre mondiale, donc ils ont certainement un niveau d'attente assez élevé. Très strict, strict. Donc, du coup, il faut pas que, si, par exemple, il prend un jeune là qui vient faire n'importe quoi, il ne sera pas content, quoi. Mais sinon, moi, une fois qu'on recherche il n'y a pas longtemps, c'est assez difficile. Donc, c'est pour ça que, voilà, pour la communauté aussi, je le dis, il y a quelques personnes africaines donc, qui sont électriciens. C'est déjà un bon début. Mais si on peut avoir des plombiers ou peut-être des maçons, ce serait pas mal parce que après, quand tu as un petit souci sur ton appartement, voilà. Et si tu vas dans l'optique de retaper complètement, il faut avoir des personnes qui sont fiables, vraiment. Il faut vraiment avoir des personnes qui sont fiables et sur qui tu peux vraiment compter. Et si on peut avoir des personnes comme ça dans la communauté, ce serait vraiment, ce serait génial, quoi. Voilà. Absolument. Voilà. Absolument. Mais malheureusement, bon, voilà, nous, on fait beaucoup plus électrotechnique, informatique, tout ça. Mais là-bas, au Canada, c'est comment? Il y a beaucoup d'artisans ou Oui, 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 il y en a. Je ne dirais vraiment pas qu'on en manque. Peut-être d'autres personnes dans les chats pourraient nous dire s'ils trouvent que ce n'est pas le cas. Mais ouais, moi, je trouve qu'il y en a pas mal. La difficulté, c'est vraiment d'avoir une personne de confiance ouais, à qui on peut déléguer des travaux et qui va vraiment ouais, s'en charger, qui va le faire avec qualité, vraiment avec excellence et ouais, respecter les délais. Les délais, ouais. c'est quelque chose. Les délais et les coûts, ça, c'est vraiment Mhm. deux choses qui, personnellement, ça me fait un peu peur dans les rénovations. Mais je n'aime pas les rénovations juste à cause de ces deux facteurs-là, dépassement des coûts et délais. Donc, en termes d'artisans, que ce soit plombier, électricien et tout, oui, on en a. C'est sûr que ça coûte extrêmement cher parce qu'ils font Ouais, partie ils font partie de certains ordres. Ils doivent payer des cotisations à ces ordres-là. Donc, à la base, ils chargent beaucoup. Donc, faire appel à un électricien ou un plombier, ça va te coûter peut-être 5 fois le prix de faire appel à un homme à tout faire. Mais un électricien, on s'entend que c'est une profession réglementée et c'est quelque chose de très important. Tu n'appelles pas n'importe qui pour refaire ton circuit électrique là. Euh, mhm. Ce sont des choses, c'est comme un mal nécessaire. À un moment donné, il faut le faire. Tu sors Ouais, l'argent et tu le fais. Euh, pour un dégât d'eau que nous avions eu dans notre première maison, par exemple, on avait appelé un plombier et il était venu pour 1 heure et demie. Il avait juste bouché le tuyau parce qu'il n'avait pas après refermé le mur, remis le plâtre. Et on avait dépensé à peu près $400 pour ça, pour 1 heure seulement. Donc, imagine alors des travaux de rénovation où il m'a fait beaucoup de... Moi, j'ai juste ces mots de tête, quoi. Juste à y penser. Mais c'est ça, on en trouve. Faut juste trouver de bons et faut bien les budgéter. C'est aussi ça. Je pense que le coût, ce n'est pas un frein en soi. Si tu as fait si tu as fait tes calculs comme il faut, donc tu sais à combien tu achètes le bien, quel est le coût des rénovations que tu vas mettre là-dedans. On ne parle pas juste de rénovation, on parle d'assurance parce que pendant que tu as le bien, même si tu n'y habites pas, il faut payer des assurances. Parfois, même quand tu n'habites pas, les assurances coûtent encore plus cher que s'il y avait quelqu'un qui habitait, ben, parce que la banque considère que c'est un gros risque. L'appartement est vide. Fait qu'il pourrait y avoir un plus gros risque. Il pourrait y avoir énormément de choses qui se passent. Habitation illégale, vol, c'est un oui, plus mais gros risque. il y a personne qui peut gérer l'immeuble. Non, là, je parle mettons, tu achètes un appartement ou un immeuble où tu fais des rénovations et tu as fait sortir les locataires, tu as fait des rénovations. Pendant le Oui. temps des rénovations, c'est vide. On s'entend. L'appartement est Mhm. vide ou l'immeuble, bon, parfois l'immeuble est vide à moitié ou un appartement après l'autre. Donc, c'est énormément de coûts qu'il faut prévoir. Il faut prévoir payer les taxes municipales, les taxes scolaires, euh, payer l'électricité. Mettons, si tu es en hiver et que tu fais des travaux, même si personne n'est là, il faut quand même chauffer l'appartement. Donc, il y a énormément de coûts qui sont connexes à tout ça. Et je pense que quand tu as fait tes calculs en amont comme il faut et que tu calcules ta marge de profit, peu importe les coûts des travaux, si tu es confortable avec ta marge de profit, tu y vas, let's go, ça peut Ouais. être un bon investissement.
Mais là, je suis vraiment surprise avec les taxes parce que beaucoup de personnes parlent de ce système de taxes. Mais ici en Allemagne, c'est pas aussi écrasant que ça, les taxes. Vous n'avez pas de taxes? On a les taxes, mais c'est pas la plus grosse dépense, quoi. Donc, je vais dire, quand tu achètes, il y a par exemple les frais du cadastre que tu payes. Bon, c'est la plus grosse facture au début. Mais après, tu as les taxes par an qui vont te coûter un truc comme 200 euros, hein, selon où tu achètes. Parfois, ouais, parfois même 150 euros. Pour Et un c'est, appartement de 200 000 euros, par exemple, on oui, parle de 200 euros de taxes, c'est ça? voilà, c'est ça. OK. Pour l'année, ouais. OK. OK. Pour une maison, pour une maison une petite maison ou un petit appartement de 200 000 dollars, c'est sûr que les taxes ne seront pas moins de 500. Mhm. Non, impossible. Je ne sais pas, peut-être moi, que je n'habite dans un coin très, très perdu, là, Oui. on ne taxe pas beaucoup, mais les taxes, ça représente un bon coût, un bon coût. Ouais, Euh, non. Ici, ça ne représente pas autant que ça. Et l'assurance aussi, c'est vrai qu'il y a toujours une assurance sur l'immeuble, c'est clair, mais c'est pas aussi le plus grand coût, en fait. Non. donc, là, je dirais pour l'assurance, je ne pourrais pas vraiment m'avancer parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend du type d'immeuble, de l'année de construction, des matériaux. Ça dépend même de sa propre expérience comme assuré. Parce que si tu as déjà fait des réclamations dans le passé, c'est sûr que ta prime sera beaucoup plus élevée qu'une personne qui a un bon dossier, on va dire. Oui. D'accord. Parce après peut-être une ou deux réclamations, il y a des assurances où les réclamations sont pardonnées. Les premières réclamations sont pardonnées. Donc, après que tu aies brûlé cette carte-là, la deuxième réclamation, la troisième, ça va faire en sorte que ta prime monte à chaque fois, un peu comme les assurances auto, assurance habitation, ça va avec le même principe. Plus tu fais des réclamations et plus ta prime va monter parce que tu es considéré comme plus risqué. Mais après, il n'y a pas une caisse des propriétaires qui gère les réclamations? Il y a deux types d'assurances. Enfin, mettons, si tu prends ton condominium, tu vas faire assurer ton condominium à toi. Oui. Maintenant, j'imagine, je n'ai jamais acheté de condominium, je n'ai jamais acheté d'appartement en soi. Ce Mhm. qu'on avait fait, c'était un immeuble, mais j'imagine qu'il doit avoir une assurance qui couvre tout. Je ne sais pas, peut-être dans le chat, vous pourriez nous dire. Hein. Si jamais on a déjà acheté des condos, allez-y. Ou alors, vous laisserez un commentaire après le chat. Fait que c'est ça. Ah, d'accord, je vois. Parce que ici, bon, les réclamations peuvent être gérées de deux façons. Soit par l'assurance, soit alors par l'immeuble la caisse de tous les propriétaires, quoi. Et si naturellement tu es le seul à qui appartient tout l'immeuble, tu es obligé d'avoir cette caisse, en fait, qui doit être toujours fournie. Donc, ce qui fait que, bon, les réclamations, aller à un niveau où tu ne pourras plus te faire assurer, c'est assez difficile parce qu'il y a en fait ces deux caisses-là, en fait, pour gérer l'immeuble, en fait. Ouais. C'est pour ça que Ah, j'étais un peu surprise à hériter que si tu as beaucoup de réclamations, toi, l'immeuble, ça peut arriver que tu n'arrives plus à te faire assurer. Bon, ici, il n'y a pas de ça. c'est quand même rare, mais c'est sûr que ta prime va augmenter. Ça, c'est Ta sûr. prime va augmenter, voilà. Ta prime va augmenter. OK, c'est parfait. C'est très intéressant de voir toutes ces différences-là entre les systèmes. Ouais. Et moi, j'encourage vraiment ceux qui sont en Allemagne de contacter Madeleine pour se faire accompagner. Parfait. Est-ce que dans le chat, vous aviez des questions? Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Madeleine? Non, c'est bien, c'est Comment parfait. te Ça va aussi faire. contacter? Ah oui, à travers ma page YouTube, je crois que là, c'est facile. Il y a j'ai mon adresse email, je pense. Et sinon, je peux mettre encore dans le chat après. OK, tu vas laisser tes coordonnées Je sous laisse la mes vidéo. coordonnées, justement. OK. Et est-ce que tu avais un dernier mot à dire? Non, merci une fois de plus. Ça m'a permis de comprendre aussi comment ça se passe au Canada parce qu'effectivement, quelqu'un qui venait du Canada qui m'a dit qu'il avait beaucoup investi de l'autre côté et il avait beaucoup de difficultés. Quand je lui ai expliqué un peu comment ça se passait ici, il était vraiment très surpris et il disait que non, c'est tellement différent de comment ça se passe là-bas au Canada. Et, OK. voilà. Et finalement, il m'a dit qu'on fera les affaires l'année prochaine, qu'il va se lancer finalement, mais qu'il comprenne encore bien. OK, super, super. Ben, moi, je vous encourage. J'espère que ça va bien se Mhm. passer. Peut-être qu'un jour, je pourrai investir en Allemagne, moi aussi.
Si jamais tu viens en Allemagne, n'hésite pas, tu me fais signe, il n'y a pas de souci. Oui, mais je n'aurais peut-être pas 100% d'apport à déposer sur une propriété. Ça va peut-être changer entre-temps. Ok, parfait. Fait que merci à tout le monde d'avoir regardé le chat. Merci à Madel. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi et je te souhaite beaucoup de succès pour tes entreprises la suite. Merci à toi de même. Merci une fois de plus. Au revoir. Parfait. Allez, passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.